Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la classification périodique des éléments. Il y aura deux parties, une première partie sur la formation de la classification et une deuxième sur la manière de l'utiliser pour déterminer la charge d'un ion. D'abord un peu d'historique. Vous savez sûrement que c'est Mendeleïev qui a proposé la classification avec des critères proches de celle qui est utilisée actuellement. Il a publié en 1869 une classification dans laquelle il y a 55 éléments, les 55 éléments connus à l'époque. Il les a mis de manière à ce que verticalement, ils soient dans l'ordre croissant des masses atomiques. Les masses atomiques, c'est la grandeur qui était connue à l'époque qui permettait de quantifier la, la taille de chacun des éléments. On ne connaissait pas encore la structure des atomes et donc il fallait prendre quelque chose connu de l'époque. Horizontalement, il a choisi de mettre des éléments qui avaient des propriétés chimiques similaires, c'est-à-dire des propriétés chimiques qui se ressemblaient. Et vous avez à l'image la classification qu'il a proposée. Actuellement, la classification contient 118 éléments. Et ces éléments sont placés un peu différemment. Alors, tout d'abord verticalement, on retrouve des éléments qui ont des propriétés chimiques similaires, alors que Mendeleïev, lui, les avait placés horizontalement. Donc le critère horizontal de Mendeleïev se retrouve en vertical sur la classification qu'on utilise de nos jours. Et il y a un critère horizontal qui est cette fois-ci l'ordre croissant des numéros atomiques, puisque on va classer les éléments selon les Z croissants, le nombre de protons croissant. En seconde, on va s'intéresser à une classification à 18 éléments et essayer de comprendre comment elle fonctionne. Alors, tout d'abord, en ligne, on repère des périodes. Chaque période correspond à une couche externe. La première période, la première ligne de la classification, correspond à la couche externe K. La deuxième ligne, donc à la couche externe L. Et la troisième ligne à la couche externe M. Si on regarde, les éléments de chaque ligne ont bien une couche externe qui est soit K, L ou M. Verticalement, on va placer des familles d'éléments. Donc on peut repérer qu'il y a 8 familles d'éléments dans notre classification simplifiée. Parmi ces familles, il y en a 3 qui sont à connaître. La première, les gaz rares, qui se trouvent dans la 8e colonne de notre classification. Les halogènes dans l'avant-dernière colonne, la 7e de notre classification. Et enfin, les alcalins, qui eux se trouvent dans la première colonne de la classification. Maintenant, généralisons à notre classification complète. Dans la classification complète, on retrouve aussi la famille des gaz rares. Alors bien sûr, pas seulement les 3 premiers éléments, mais bien toute la colonne qui correspond, c'est toute la colonne qui correspond aux gaz rares. La dernière colonne, la 18e de la classification. À la 17e colonne, l'avant-dernière colonne, c'est la famille des halogènes. Et puis, bien sûr, la première colonne, c'est la famille des alcalins. Alors, à noter que l'hydrogène, même s'il est dans la première colonne, n'est pas un alcalin. Maintenant, comment utiliser cette classification pour déterminer la charge d'un ion? D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de famille? Les familles, dans une classification, sont dans une colonne, on l'a dit juste avant, et si on remarque, dans une même colonne, à chaque fois, les éléments ont le même nombre d'électrons sur la couche externe. On voit que l'hydrogène, par exemple, a un électron sur la couche externe, le lithium a un électron sur la couche externe, qui est la couche L, et le sodium un électron sur la couche M, sa couche externe. Donc en colonne, on a des éléments qui ont le même nombre d'électrons sur la couche externe, et ils correspondent à ce qu'on appelle une famille. Un cas particulier, pour les gaz rares, donc la colonne tout à droite, ici, il n'y a pas forcément le même nombre d'électrons, à cause de, pour l'hélium notamment, puisque lui ne possède que 2 électrons. Alors on l'a placé là parce que la couche externe est saturée ou alors à 8 électrons. Donc comme elle est saturée à 8 électrons, il respecte la règle du duet ou de l'octet. Et donc c'est pour ça qu'on les a placés ensemble, tous dans la dernière colonne. Ils ont tous
2 ou 8 électrons sur la dernière couche. Et puis ainsi de suite, on a 2, 3, 4, 5, 6 et 7 électrons sur la dernière couche pour des éléments qui sont placés en colonne. Un cas particulier, la famille des alcalins. Alors je reprends, dans la famille des alcalins, je vous rappelle que l'hydrogène n'en est pas un, on va considérer le lithium et le sodium. Quel type d'ions peuvent-ils former? Petit rappel, le lithium peut former un ion Li+, pourquoi? Il est en K2L1, pour respecter la règle du Dewey, il va perdre un électron, et donc cet atome devient un ion Li+, pour être en K2 comme l'hélium, le gaz rare le plus proche. De la même manière, le sodium Na+, va donner des ions Na+, puisqu'il va se rapprocher du néon en perdant un électron. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours revoir la vidéo qui concerne la formation des ions. Maintenant, généralisons à la classification complète. On est capable de trouver la structure de tous les ions formés avec les alcalins. On sait ce que ça donne pour le lithium, Li+, pour le sodium, Na+, et tous les éléments de la colonne auront un électron sur la couche externe. Et donc, le potassium donnera aussi un ion K+, le rubidium un ion Rb+, le césium un ion Cs+, et le francium un ion Fr+. Maintenant, un autre exemple, le cas du bismuth. Le bismuth a comme numéro atomique Z égale 83, et donc il se trouve dans la classification ici. Alors, quel type d'ion peut-il former? Pour le Z égale 83, on n'est pas capable de trouver sa structure électronique, tout au moins en secondes. Du coup, appliquons ce qu'on vient de voir sur la classification. Tous les éléments de la colonne vont former le même type d'ion. Donc, allons voir le type d'ion que peut former l'azote qui se trouve au-dessus de lui. L'azote, sa structure électronique, c'est Z égale 7 et K2L5, et donc pour se rapprocher du néon, on va devoir lui rajouter 3 électrons. Et donc, pour qu'il soit comme le néon qui se trouve dans la dernière colonne. Il va donc former des ions N3-. Puisque le bismuth est dans la même colonne que l'azote, il va donc pouvoir former des ions du même type, soit des ions Bi3-.